Madame et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce 18e colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables. Ceux qui sont habitués savent que cet événement réunit chaque année à sa tribune des acteurs majeurs de l'énergie en général, de la transition énergétique, des énergies renouvelables en particulier, de chacune des filières. Vous avez le programme entre les mains, vous pourrez constater que cette année encore, ce sera vrai. Au travers de 4 tables rondes, un regard croisé, une remise de trophées et une remise de prix en fin de journée. Donc une journée de travail dense, riche en contenu, sous le thème « Un élan mondial ». On pourra le vérifier dès la première table ronde, dès les premiers keynote speeches de ce matin, ce qui nous permettra de jeter les bases pour une première table ronde consacrée à la place des énergies renouvelables dans le monde, une seconde table ronde qui sera consacrée à l'Europe, et puis en début d'après-midi, avec mon collègue animateur immortel, Éric Orsena, une table ronde consacrée aux enjeux pour les territoires. Et puis, bien évidemment, vous l'attendez tous, en fin de journée, 4e et dernière table ronde, les candidats à la présidence de la République ou leurs représentants viendront s'exprimer sur la place qu'ils réservent aux énergies renouvelables dans leur programme. Tout le monde est assis, je laisse tout de suite la place à Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables, qui va ouvrir ce 18e colloque. Jean-Louis Bal. Monsieur le secrétaire d'État à l'énergie du Portugal, Monsieur le sénateur de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Monsieur le directeur général de l'énergie et du climat, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout vous souhaiter, c'est le dernier jour où on peut le faire, vous souhaiter une bonne année 2007 et en espérant qu'elle sera propice à nos énergies renouvelables. En préambule, j'aimerais remercier Éric Orsena qui, pour la 6e année consécutive, a accepté d'animer une de nos tables rondes, celle qui sera consacrée aux enjeux de la transition énergétique pour les territoires, thème qui lui est cher autant qu'à Madame la ministre Ségolène Royal. J'ai l'habitude, à l'occasion du colloque du CER, de dresser un bilan de l'année écoulée et d'esquisser les perspectives de l'année à venir. Mais nous sommes en 2017, année électorale. J'aimerais donc vous faire part de mon appréciation sur les évolutions que notre secteur a connues, non pas l'année dernière, mais depuis 2012, et surtout me tourner vers l'avenir en formulant nos principales attentes et orientations à l'attention de la future équipe gouvernementale. Nous aurons l'occasion cet après-midi d'aborder ces orientations futures à l'occasion de la présentation de notre livre blanc et lors de la table ronde des candidats à l'élection présidentielle. Je voudrais commencer par dresser le constat du contexte international qui est caractérisé par une révolution économique des énergies renouvelables. Cela fait plusieurs années que le développement des énergies renouvelables électriques sur la scène internationale s'inscrit dans un élan mondial absolument irrésistible. Monsieur Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE, et Michael Liebrecht, fondateur de Bloomberg New Energy Finance, reviendront en profondeur sur ce phénomène au cours de la première table ronde. Certes, les investissements dans l'électricité renouvelable ont décru de 18% en 2016, passant de 350 millions de dollars à 290 millions de dollars, mais cette baisse n'est due en fait qu'à la décroissance du coût du solaire photovoltaïque, qui a connu par contre une croissance en volume absolument spectaculaire. 70 gigawatts, certains disent même 76,
en 2016 contre 53 gigawatts l'année précédente. Les énergies renouvelables représentaient 21% de la consommation électrique mondiale en 2012, 23% en 2015, et cette part devrait atteindre 28% en 2021, selon l'AIE, avec les tendances actuelles. Cet élan, réel, mais encore insuffisant pour atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique, a été impulsé au début des années 2000 par les pays industrialisés, principalement l'Union européenne d'ailleurs, avec des motivations de lutte contre le changement climatique et de politique industrielle. Aujourd'hui, le relais est pris par les pays émergents comme la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Chili ou d'autres comme l'Argentine, dont nous entendrons le représentant. Ce qui pousse ces pays à investir dans les énergies renouvelables, c'est d'une part l'augmentation de leur consommation d'électricité due à leur croissance économique et surtout la compétitivité des énergies renouvelables. Si celle de l'hydroélectricité est bien connue depuis longtemps, celle de l'éolien terrestre et maritime et celle du solaire photovoltaïque défraient régulièrement la chronique. Des records de prix bas sont régulièrement annoncés et il est courant d'entendre des prix de l'ordre de 30 à 40 dollars du mégawattheure pour des grands champs éoliens terrestres ou solaires dans des zones géographiques où les ressources sont favorables. Les plus récents appels d'offres d'éolien maritime en Europe ont révélé de leur côté des prix de l'ordre de 80 à 90 euros du mégawattheure, raccordement compris. Les bioénergies électriques et la géothermie sont également devenues concurrentielles, comme en atteste la récente étude publiée par l'ADEME. Les pays en développement, à leur tour, commencent à investir dans les énergies renouvelables et l'on voit fleurir des parcs éoliens ou solaires dans des pays africains, en premier lieu le Maroc, dont je salue le représentant, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Kenya, pour en citer quelques-uns. La Zambie vient de se lancer avec le soutien de la Banque mondiale dans un programme de 600 mégawatts de solaire photovoltaïque qui soulagera les centrales hydroélectriques très sollicitées par la croissance de la consommation et handicapées depuis plusieurs années par un déficit de pluviométrie, conséquence déjà bien mesurable du changement climatique. Une entreprise française a été lauréate pour 50 mégawatts d'un premier appel d'offres dans le cadre de ce programme qui a le mérite de mettre en évidence la complémentarité des différentes sources d'énergie renouvelable. Les autorités zambiennes étudient d'ailleurs les ressources dont elles disposent avec les bioénergies et avec la géothermie. La révolution des énergies renouvelables électriques est donc lancée et rien ne l'arrêtera, pas même le prix conjoncturellement bas du pétrole et du charbon. Cette révolution est d'ailleurs une des explications du succès des conférences climatiques COP21 et COP22. Les solutions à la lutte contre le changement climatique n'apparaissent plus comme un fardeau, mais comme une opportunité qui concourt au développement économique et social. Cet élan mondial, il faut maintenant l'impulser aux autres besoins énergétiques, chaleur, froid et transport. De ce point de vue, la France est exemplaire depuis le Grenelle de l'environnement, confortée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte et la programmation pluriannuelle de l'énergie qui décline filière par filière aux horizons 2018 et 2023 les grands objectifs 2030 de la loi. Dans chacun des secteurs énergétiques, il s'agit de doubler en 13 ans la contribution actuelle des énergies renouvelables. Ceci m'amène à parler du cadre du développement en France. Et je dois dresser un premier bilan positif des 5 années qui se sont écoulées depuis notre précédent livre blanc. Si j'avais à les résumer en 2 mots, je dirais simplification et visibilité. D'incontestables simplifications ont été apportées à l'encadrement réglementaire du développement des énergies renouvelables en France, sans pour autant réduire la protection des populations riveraines. Madame la ministre, Ségolène Royal vient de publier la semaine dernière l'ordonnance et les décrets relatifs à l'autorisation environnementale unique
qui regroupe jusqu'à 13 autorisations administratives et prendra définitivement le relais des autorisations uniques expérimentées depuis mars 2014 par les filières de l'éolien, de la méthanisation et de l'hydroélectricité. Ce regroupement de procédures est désormais applicable à tous les projets relevant des régimes de la loi sur l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire la quasi-totalité des installations de production d'énergie renouvelable à terre ou en mer. Ces simplifications ont commencé à porter leurs fruits, comme en témoignent les raccordements annuels d'éoliennes, qui étaient tombés à 621 MW en 2013, sont remontés dès 2014 pour atteindre 1345 MW en 2016, soit la plus grande puissance éolienne jamais raccordée en France en un an. La visibilité tant demandée par les opérateurs et les investisseurs est quant à elle renforcée par la programmation pluriannuelle de l'énergie, assortie d'une programmation sur 3 ans d'appels d'offres dans les filières électriques qui viendront s'ajouter aux arrêtés tarifaires définissant le complément de rémunération ou le tarif d'achat pour les unités de petite puissance. Aujourd'hui, nous attendons l'annonce par la ministre Ségolène Royal de la saisine de la CRE pour un appel d'offres pluriannuel dans l'éolien terrestre qui faisait défaut dans la panoplie. Nous sommes également encore en attente des premiers appels d'offres pré-commerciaux pour les énergies marines renouvelables et nous travaillons activement avec l'administration du ministère sur ce sujet. Le photovoltaïque, de son côté, a connu un ralentissement en 2016, conséquence de l'irrégularité passée des appels d'offres. Les perspectives dans ce secteur sont cependant beaucoup plus réjouissantes. Les projets sélectionnés dans l'appel d'offres dit Creux 3, pour rappel 1100 MW, ces projets commenceront à se réaliser en 2017 et surtout, les appels d'offres en cours pour plus de 4000 MW sur 3 ans donnent une vraie garantie d'activité aux opérateurs. Le cadre du développement, c'est aussi le soutien à la chaleur renouvelable avec le crédit d'impôt pour la transition énergétique pour les particuliers et le fonds chaleur de l'ADEME pour les grandes installations dans l'habitat collectif, le tertiaire et l'industrie. Et je voudrais saluer particulièrement le succès de ce fonds chaleur mis en œuvre depuis 2009. Sur la période 2009-2013, il a permis la substitution de plus d'1 million de tonnes équivalent pétrole fossiles et importés, majoritairement par de la biomasse ou de la géothermie, avec un coût pour l'État de 1,1 milliard d'euros. Malgré le prix actuel relativement bas du baril de pétrole, environ $50, cela fait une réduction d'importation de 350 millions d'euros par an, soit un temps de retour pour notre collectivité d'un peu plus de 3 ans. Et cela en créant 10 000 emplois, tant dans la construction et l'exploitation de chaufferies que dans la fabrication des équipements. Le fonds chaleur, c'est aussi un succès industriel. Son doublement, souvent annoncé mais jamais confirmé, en serait d'autant plus justifié. Concernant les biocarburants, la politique fiscale, exonération décroissante de l'ex-taxe intérieure sur les produits pétroliers, a permis d'édifier des filières industrielles de l'éthanol et du biodiesel qui valorisent des ressources issues de l'agriculture française et contribuent à hauteur de 7% de la consommation dans les carburants routiers. Ces deux filières ont fait l'objet de 2 milliards d'euros d'investissement et représentent 29 000 emplois. Enfin, le biogaz et le biométhane voient eux aussi leur horizon s'éclaircir. Les aménagements tarifaires et réglementaires sur la cogénération à partir de biogaz, sur sites existants ou sur nouveaux sites, satisfont la profession. Les conditions tarifaires pour le biométhane injecté dans le réseau de gaz doivent encore être améliorées, avec notamment des contrats d'achat que nous suggérons de porter à une durée de 20 ans. Après ce rapide bilan de l'évolution du contexte national, je fais un autre constat. La gouvernance de la transition énergétique évolue à la fois vers plus d'Europe
et vers plus de décentralisation. Commençons par l'Europe. Le cadre juridique et réglementaire de la transition énergétique est déjà très balisé par l'Union européenne, avec notamment la directive de 2009 sur les énergies renouvelables et les lignes directrices de l'encadrement des aides d'État aux énergies renouvelables de 2014. L'Europe a été à l'avant-garde du développement des énergies renouvelables et nous la saluons. Avec les 6000 pages du paquet hivernal, le Winter Package, de la Commission européenne qui feront l'objet de négociations avec le Conseil européen et avec le Parlement européen, les politiques nationales de l'énergie seront encore plus cadrées. Le gouvernement français devra être particulièrement vigilant dans ce contexte et je tiens à souligner quelques points d'inquiétude à propos de la révision de la directive de 2009 sur les énergies renouvelables. La mise en concurrence des énergies renouvelables entre elles dans le cadre d'appels d'offres dits à neutralité technologique ne doit pas être imposée aux États membres. J'avais déjà évoqué ce sujet l'année dernière, mais le projet de directive ne nous rassure pas de ce point de vue. Il y a de multiples raisons de s'y opposer. Visibilité industrielle pour les filières, aménagement du territoire ou sécurité du système électrique. Je ne doute pas que les représentants français dans les négociations qui s'engagent sauront être fermes sur cette question. Autre sujet de préoccupation, la proposition de la Commission de réduire substantiellement la part des biocarburants de première génération dans les transports. Cette éventuelle réduction aurait des conséquences désastreuses sur les investissements industriels déjà réalisés dont je viens de parler et n'est justifiée par aucune raison environnementale. Le respect de critères de durabilité définis au niveau européen est imposé depuis plusieurs années pour leur production. La dynamique des biocarburants conventionnels reste indispensable à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports. Les biocarburants de nouvelle génération viendront compléter ces développements lorsqu'ils auront atteint un niveau suffisant de maturité économique. Troisième sujet de préoccupation, qui n'est pas dans la directive énergie renouvelable, mais dans le paquet hivernal, c'est la question du prix du CO2. Le prix du CO2 qu'il est indispensable, impératif de renforcer donc dans le cadre du système européen ETS. Sans un signal économique incitatif, le seul ordonnancement du marché par le prix de l'énergie entraîne une consommation de combustibles fossiles très carbonés, en particulier du charbon ou pire, du lignite. Voilà pour l'Europe. L'autre grande évolution de la gouvernance, c'est la volonté croissante des territoires et des collectivités de s'investir dans la transition énergétique. Nous aurons l'occasion d'aborder ce sujet dans la première table ronde de cet après-midi. Cette décentralisation, voulue par la loi de transition énergétique et demandée par les collectivités, est une évolution logique permettant la valorisation de ressources locales qui profitent à l'économie des territoires. Cette évolution va maintenant jusqu'au consommateur citoyen qui veut lui aussi s'engager. L'autoconsommation ou autoproduction qui permet à des citoyens, à des collectivités ou des entreprises, individuellement ou collectivement, de produire l'énergie qu'ils consomment est un mouvement récent, engendré par les progrès économiques des énergies renouvelables et qui sera amplifié par la diminution rapide des coûts des solutions de stockage de l'électricité et par le numérique. Pour accompagner ces mutations, le CER se propose de renforcer les partenariats qu'il a déjà initiés avec les associations de collectivités locales. Le développement des énergies renouvelables en France est donc sur une trajectoire prometteuse qu'il faut pérenniser. Nous avons à cet égard des propositions à formuler aux candidats à l'élection présidentielle que je présenterai devant eux ou leurs représentants cet après-midi lors de la dernière table ronde. Pour conclure, je souhaiterais rappeler ma conviction profonde sur le rôle des énergies renouvelables. Il me semble que leur développement est en soi un puissant projet de société au caractère profondément protecteur. Les énergies renouvelables protègent le climat
et d'une façon plus générale l'environnement, bien sûr, notre patrimoine collectif sans lequel nous ne pouvons imaginer d'avenir serein. La protection du climat et de l'environnement, c'est la protection de la santé de tous, tout d'abord, mais c'est également une protection de l'agriculture, de l'alimentation, de l'eau et des lieux de vie. C'est la possibilité de permettre à des centaines de millions de personnes de demeurer dans leur village, dans leur ville et dans leur pays. Aujourd'hui, ces personnes n'ont pas d'autre solution que d'émigrer dans des conditions périlleuses et souvent inhumaines. Mais le rôle des énergies renouvelables, les énergies renouvelables ont aussi un rôle de protection économique. Je ne lance en aucun cas un appel au protectionnisme national, soyons bien clairs sur ce point. En revanche, dans l'espace européen, devenu plus pertinent que jamais, ces technologies nous protègent de la dépendance à des ressources fossiles extérieures venues de zones géographiques malheureusement instables. Elles protègent également de l'inflation des coûts de l'énergie liés aux volatilités des cours. Le vent, l'eau, le soleil, la chaleur de la terre, la biomasse sont des ressources aux coûts de mobilisation stables, voire en décroissance. Elles sont enfin une protection pour des collectivités souvent rurales et périphériques dans lesquelles le sentiment d'abandon s'est parfois installé. Le sondage que nous présenterons cet après-midi rappelle que le développement des énergies renouvelables répond à la valorisation intelligente des richesses des territoires. Les élus de tous bords en sont intimement convaincus. Cette notion de protection me semble essentielle pour qualifier nos énergies renouvelables. Il ne s'agit pas ici de fonder un programme politique uniquement centré sur la problématique énergétique, mais de rappeler qu'elle est une condition essentielle pour le devenir des sociétés humaines dans tous les pays du monde. Je vous souhaite un excellent colloque et une journée riche et instructive qui fasse progresser nos filières, et je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Louis Bal pour cette feuille de route. Merci pour ce point précis sur chacune des filières et pour ces quelques questions auxquelles ne manqueront pas de répondre les intervenants au cours de cette journée. Laurent Michel est directeur général de l'énergie et du climat. Éric Orsena, dans l'un des colloques du CERF précédent, lui a dit « Vous êtes directeur du climat, vous devez être assis à la droite de Dieu ». Laurent Michel, Jean-Louis Bal vient de parler d'un élan mondial irrésistible. Alors, comment est vue cette révolution des énergies renouvelables du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer ? Monsieur le Président du syndicat des énergies renouvelables, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses et les regrets de Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, qui, de retour d'un déplacement d'ailleurs sur les énergies renouvelables en Afrique, aurait souhaité participer à cette réunion, mais a eu des contraintes d'agenda irréconciliables aujourd'hui. Je voudrais vous remercier aussi de me donner l'occasion de la représenter ici et de faire un point du point de vue de notre ministère sur le déroulement du développement des énergies renouvelables. Au travers de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, de ces textes d'application, des dynamiques d'accompagnement qui ont été lancés, le gouvernement, et en particulier notre ministre, a souhaité faire des énergies renouvelables une priorité de la transition énergétique en France et donc de la lutte contre le changement climatique. Et c'est aussi, j'y reviendrai un petit peu, une priorité de l'action internationale dans les collaborations et coopérations pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Je ne reprendrai pas forcément tout ce que Jean-Louis Bal a évoqué sur toutes les filières, mais je souhaiterais aussi faire un point d'avancement des politiques publiques en France, un point sur les perspectives des semaines et des 3 mois qui viennent, puis du travail que le gouvernement et le ministère vont poursuivre, un petit point aussi sur les discussions européennes et aussi un rapide éclairage sur la collaboration internationale. Sur ce qui est de la politique conduite au niveau national, je pense qu'elle s'appuie sur 5 piliers opérationnels
tous aussi importants les uns que les autres et cohérents. Je dirais d'abord la lisibilité stratégique au travers en particulier des objectifs, la lisibilité des outils d'accompagnement, financiers en particulier, mais plus globalement les cadres de réalisation des projets, outils qu'il a fallu rendre plus solides juridiquement, plus stables, cohérents avec les objectifs, plus simples et parfois aussi innovants et adaptatifs. Je reviendrai sur les appels d'offres, le crédit d'impôt transition énergétique et d'autres dispositifs. Le troisième pilier, c'est la simplification, en particulier des procédures d'autorisation environnementale, sans aucunement abaisser les exigences de qualité et d'insertion dans l'environnement, mais aussi diverses autres procédures, comme celle de raccordement au réseau. Le quatrième volet, qui est un peu lié au précédent, c'est l'idée de faciliter au quotidien, et à la fois par un cadre structurel, mais une action au quotidien, point par point, la mise en œuvre des projets, d'abord aussi la mise en œuvre territoriale dans un contexte d'une plus grande décentralisation des systèmes énergétiques, d'une volonté des acteurs de terrain d'être acteurs différemment, donc faciliter la mise en œuvre via des approches territoriales, mais aussi par un travail avec les filières. Et le cinquième, c'est promouvoir l'innovation et l'amélioration de la performance économique et industrielle, qui est gage aussi de la durabilité à long terme de l'engagement d'une nation, de ses pouvoirs publics, de ses acteurs industriels dans une filière ou dans des filières. Alors, sur la base de ces orientations, je crois pouvoir dire qu'il y a eu un travail conséquent qui a abouti à un certain nombre de réalisations. Sur la lisibilité stratégique, je ne reviendrai pas en détail sur la fixation par la programmation pluriannuelle de l'énergie d'objectifs ambitieux que nous jugeons atteignables, mais pas forcément facilement, mais en tout cas atteignables, ils ne sont pas irréalistes, sur les objectifs en termes d'électricité renouvelable, de biogaz injecté, de chaleur renouvelable ou d'ENR dans les transports. Sur les outils d'accompagnement, la ministre a souhaité renforcer et stabiliser le crédit d'impôt transition énergétique avec un taux rehaussé et surtout depuis maintenant presque 3 ans, la stabilité du dispositif. Les appels d'offres, principalement pour l'électricité, sont, je pense, aujourd'hui, font l'objet d'un cadre que tout gouvernement pourra utiliser, le moduler selon ses politiques, autour de quelques principes, d'ailleurs inscrits pour certains dans la PPE, des appels d'offres pluriannuels, avec donc lisibilité du cahier des charges, plusieurs relevés par an aussi, pour éviter les effets dont on se presse pour présenter des projets mal ficelés, des volumes, là aussi donc les volumes sont à la fois lisibles et ils sont, vous les avez vus, importants, et ils sont donc, il y a un calendrier. On peut aussi, avec les dernières ordonnances, citer le fait que désormais, il sera possible de faire des appels d'offres pour la production de biogaz injecté. Entre les appels d'offres et les systèmes de complément de rémunération qui, en application des lignes directrices européennes pour un certain nombre de secteurs de projets de taille moyenne ou importante remplaceront les tarifs d'obligation d'achat qui restent par contre pour les petits puissances. Nous avons aussi un système de soutien qui a été refondu, validé juridiquement par la Commission européenne et dont aussi le mode de financement budgétaire est aujourd'hui calé et quelque part plus conforme aux règles budgétaires que ce que nous avions. Ces outils d'accompagnement ont aussi fait l'objet d'un certain nombre d'initiatives et de formes de soutien innovantes. Je pense par exemple au premier appel d'offres autoconsommation ou dans le domaine de la chaleur renouvelable, aux 2 appels à manifestation d'intérêt dynamique bois conduites par l'ADEME en lien avec notre ministère et celui de l'agriculture et de la forêt, qui visent à faire en sorte que, en accompagnement des projets de chaleur renouvelable, la mobilisation durable du bois, y compris par l'amélioration des peuplements, soit encouragée. 40 projets à hauteur de 55 millions d'euros de soutien public de l'État seront ainsi mis en œuvre sur tout le territoire dans ce cadre. Enfin, les outils d'accompagnement ont fait preuve d'une certaine adaptabilité, révision des tarifs de méthanisation avec, entre autres, pour la cogénération, la portée des tarifs
des contrats de 15 à 20 ans, qui restent encore effectivement à réexaminer pour le biométhane injecté, des évolutions sur les tarifs photovoltaïques ou aussi des évolutions sur les règles du fonds chaleur. Et enfin, un travail qui va bientôt s'achever avec la publication des derniers textes sur le raccordement des énergies marines pour clarifier tout ce secteur qui était relativement nouveau. Sur la simplification des procédures, vous les connaissez. D'abord, une première vague de simplification opérationnelle, simplification pour les éoliennes avec la suppression des zones de développement de l'éolien ou de la règle des 5 mâts. Pour les énergies marines renouvelables, une procédure contentieuse raccourcie avec un niveau de recours diminué, ou aussi la simplification de la géothermie de minime et moyenne importance. Comme Jean-Louis Bal l'a dit, l'expérimentation du permis unique est aujourd'hui consacrée dans un dispositif, on va dire définitif, de l'autorisation unique passée en ordonnance la semaine dernière. Au-delà de l'unification des procédures, cela a aussi, après déjà plusieurs dispositions, permis d'introduire le principe de la prolongation possible jusqu'à 10 ans de la validité des autorisations en cas de problème indépendant du porteur de projet. Je citerai enfin l'encadrement et le raccourcissement des délais de raccordement au réseau et aussi diverses simplifications pour le financement, prise de participation plus simple pour les collectivités locales dans des sociétés porteuses de projets renouvelables ou aussi les incitations et facilitations pour le financement participatif par les citoyens. La facilitation de la mise en œuvre, et en particulier territoriale, était nécessaire car il y a une volonté des acteurs de mener un certain nombre de projets territoriaux dans les territoires. Au-delà même d'ailleurs des énergies renouvelables, des outils étaient attendus et nécessaires. J'ai cité le financement participatif, est aussi sorti le cadre pour l'autoconsommation, le cadre pour la flexibilité locale sur les réseaux de distribution électrique, ainsi que les décrets, mais très rapidement après, les jeux de données, l'accès pour les collectivités locales aux données de production et de consommation sur les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur. Les jeux de données publics sont non seulement définis, mais sortis déjà pour un premier jeu en fin d'année dernière. La loi de transition énergétique a aussi consacré, reconnu l'approche de l'intérêt qui avait déjà été marqué par les lois du Grenelle de l'environnement d'un certain nombre de planifications territoriales. Les plans climat, air, énergie territoriaux sont généralisés à toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants, ou aussi les schémas régionaux de mobilisation de la biomasse, nouvel outil créé et coélaboré par l'État et la région, permettront d'accompagner par des actions concrètes la mobilisation de la biomasse pour le développement des ENR. Et enfin, bien entendu, les approches territoriales ont été soutenues. La ministre y a mis un accent très fort par la dynamique dite des territoires à énergie positive pour la croissance verte, où plus de 430 territoires, et encore bientôt quelques dizaines, sont accompagnés pour des projets de mobilité propre, d'économie d'énergie, de développement des énergies renouvelables, avec une enveloppe qui atteindra prochainement les 600 millions d'euros engagés. Sur ce volet territorial, j'en profite pour saluer l'idée que vient d'énoncer Jean-Louis Bal de renforcer le travail du syndicat des énergies renouvelables avec les associations de collectivités locales. Je crois que c'est un dialogue qu'il est important à tous les niveaux d'avoir. La mise en œuvre, c'est aussi discuter d'un certain nombre de détails opérationnels, mais qui ont tout leur sens sur les difficultés et perspectives. Et c'est pour ça aussi que nous avons tenu à amplifier le dialogue avec les filières. La ministre a ainsi créé un comité national biogaz. Nous avons aussi de nombreux échanges sur toutes les filières. On pourrait citer sur l'éolien, par exemple, un dialogue avec les professions et le ministère de la Défense sur les contraintes légitimes du point de vue du ministère de la Défense et du gouvernement qui sont posées par les activités militaires, mais comment mieux interagir, et nous devrions prochainement avec le ministère de la Défense communiquer sur un certain nombre d'allègements en termes de zonage contraint. Ou aussi sur l'éolien, on pourrait citer le travail qui devrait déboucher prochainement sur l'élaboration d'un nouveau guide d'études d'impact révisé. Enfin, le 5e pilier, c'est la promotion de l'innovation et de la performance
économique et industrielle, l'innovation soutenue au travers des plus de 500 millions d'euros décidés par le programme d'investissement d'avenir pour soutenir tant les démonstrateurs que aussi des fermes pilotes pour les énergies marines, pour les hydroliennes, pour l'éolien flottant, et aussi les nouveaux appels à projets dits IPME mis en œuvre par l'ADEME dans le cadre du programme des investissements d'avenir. Et ainsi, pas centré uniquement sur les énergies renouvelables, l'initiative de la Nouvelle France industrielle sur les réseaux avec trois projets régionaux de développement à grande échelle des smart grids sélectionnés. Le travail sur la performance économique se traduit aussi par un nombre d'actions impulsées par les acteurs économiques et auxquels le ministère collabore bien volontiers. Et c'est ainsi qu'hier, d'ailleurs, une réunion se tenait au ministère avec nos collègues de la Direction des Affaires maritimes, avec le monde du maritime et le monde de l'énergie, sur le développement des énergies marines et les impacts économiques et ce que les filières maritimes doivent y apporter. Sur cette performance économique, je ne redirai pas qu'on constate partout dans le monde et sur toutes les technologies des avancées, plus fortes même que je pense qu'on pouvait imaginer il y a quelques années. Cette performance, nous devons la retrouver en France. Je pense que c'est en train de venir, on le voit dans les résultats des appels d'offres solaires. Le prix, qui n'est pas le seul critère, mais le prix est un critère important dans les appels d'offres, fait l'objet de notre part d'une attente forte et je pense que nous verrons des résultats. Alors, les résultats, pour finir un mot donc, sur quelques résultats, puis les perspectives des prochaines semaines et des 3 mois à venir. Donc, les résultats, on le voit, je pense que nous avons un cadre méthodologique et de mise en œuvre qui est fait à 90 ou 95%, des accélérations du déploiement. Jean-Louis Ball a cité les chiffres de l'éolien qui dépasse 1 gigawatt. On a vu en 2016, malgré le prix bas des fossiles, le nombre des dossiers et des volumes de soutien du fonds chaleur retrouver des niveaux élevés. On voit les emplois se développer dans les filières. On voit aussi sur les sujets nouveaux des projets nombreux et de qualité. Je pense aux résultats de la première période de l'appel d'offres autoconsommation. En quelques mots, qu'est-ce qui nous attend sur les prochaines semaines et les 3 mois à venir sur lesquels je suis habilité à m'exprimer? D'abord, un certain nombre de chantiers sur les soutiens, sur l'éolien, donc la négociation avec la Commission européenne du complément de rémunération pour les parcs de 6 éoliennes ou moins. La ministre va saisir aujourd'hui la CRE sur l'appel d'offres éolien terrestre pour les parcs de plus de 6 mégawatts, l'idée étant d'avoir 2 relevés par an et au global un volume pour le volet sous appel d'offres de 1000 mégawatts par an qui est additionné à celui qui sera sous complément de rémunération et dans la ligne de l'objectif de la PPE. Sur l'autoconsommation, nous avons proposé à la ministre de lancer un 2e appel d'offres qui serait triennal. De même, dans les calendriers, nous aurons en mars la désignation des lauréats sur la petite hydroélectricité et la proposition d'un 2e appel d'offres. Pour l'éolien en mer, sur Dunkerque, la phase de candidature pour les consortiums intéressés pour pouvoir ensuite candidater est ouverte, je crois, jusqu'au 20 février. L'objectif est de lancer le dialogue concurrentiel en avril. Le 2e parc du 3e appel d'offres éolien en mer à Oléron, nous lançons les études techniques et les préfets doivent affiner le zonage. Sur l'innovation, des lauréats de l'appel à projet initiative PME seront annoncés en avril. Il faut aussi, dans les semaines qui viennent, poursuivre les travaux de stratégie et planification. 3 PPE Outre-mer vont être publiés, 3 au moins seront publiés prochainement, Mayotte, Réunion et Guyane, et peut-être aussi la Guadeloupe. Enfin, nous tentons d'avancer, nous avons un projet soumis à l'autorité environnementale sur la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse. Enfin, il faut réussir et finaliser maintenant les réformes. Le permis unique, les textes sont sortis, les services du ministère travailleront avec tous les acteurs pour la mise en œuvre. Enfin, je citerai aussi que devrait sortir prochainement la loi de ratification des ordonnances ENR et autoconsommation, avec en particulier la réduction du coût de raccordement, la réduction possible du coût de raccordement pour les projets ENR, en particulier petits et moyens, en milieu, on va dire, rural, pour lesquels le coût de raccordement est élevé. Dernière perspective de ces 3 mois,
et là une perspective qui ira d'ailleurs même au-delà, c'est effectivement, quoi qu'il en soit, des débats franco-français, des discussions européennes génériques. Jean-Louis Ball a cité le prix du carbone, qui passe en particulier par la finalisation du cadre du système centralisé d'échange de quotas, dit ETS. L'objectif est de conclure ambitieusement ce semestre, voire, mais ça ne sera pas évident, au Conseil environnement du 28 février. Nous avons, sans pouvoir rentrer dans les détails, émis au niveau du ministère et du gouvernement un certain nombre de propositions vers nos partenaires européens, propositions nouvelles qui devraient permettre d'avancer. Et puis il y a le début des discussions qui, là, occuperont de nombreux mois sur le paquet de directives. Il y a un certain nombre, et pas que sur les ENR, de sujets, d'avancées, mais aussi de points de préoccupation. Effectivement, les appels d'offres technologiquement neutres, nous allons les expérimenter, c'est une demande de la Commission européenne. Nous partageons le point de vue du syndicat des énergies renouvelables et de tous les acteurs que ce ne peut pas être le seul vecteur, au moins pendant un certain nombre d'années qui viennent. La seule façon de faire des appels d'offres ne peut pas être uniquement une vision technologiquement neutre. Nous avons pris note aussi de l'émoi des professions des biocarburants sur le débat qui n'est pas, je pense, pas nouveau, mais qui l'a effectivement cristallisé par une proposition, on va dire, tranchée sur les objectifs et les parts de biocarburants de première génération. Enfin, mais pas que sur des sujets qui peuvent nous prendre plus long terme, je pense qu'on aura un certain nombre de chantiers. Il y a encore des dispositifs à affiner, je pense au soutien au biogaz, un biogaz injecté ou aussi biogaz véhicule. On aura aussi la mise en œuvre du PIA 3 et plus globalement le soutien aux filières innovantes avec des bilans à faire sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. On a aussi la concrétisation d'un certain nombre de grands projets, entre autres dans les énergies marines renouvelables sur lesquels on doit conjointement avancer. Et puis enfin aussi globalement tout ce qui est carburant alternatif, qui ne concerne pas que les énergies renouvelables, mais qui est pour lesquels sont un des vecteurs. Nous avons soumis à Madame la Ministre hier le cadre d'action national pour les carburants alternatifs, dit CANCA, que nous devons rendre à la Commission européenne et qui tracera les objectifs de développement pour le véhicule électrique, le véhicule hydrogène, le véhicule à gaz. Enfin, pour finir, un mot sur l'international, sur lequel notre ministre est très engagé. En accompagnement de l'accord de Paris, elle a souhaité que la France s'implique fortement dans la mise en œuvre, bien entendu la mise en œuvre au sein de l'ACNUC sur les décisions d'application de la COP, sur la révision des engagements, la mise en œuvre des contributions nationales, mais aussi sur les coalitions de l'agenda de l'action, et un certain nombre d'entre elles concernent les énergies renouvelables, l'Alliance solaire internationale, l'Alliance globale pour la géothermie, et aussi l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. La ministre était au premier conseil d'administration de cette initiative ce week-end en Éthiopie, et la France a annoncé, le président de la République s'était exprimé sur ce sujet, un renforcement des financements français sur les énergies renouvelables, en particulier en Afrique, via l'Agence française de développement. Les entreprises ne sont pas en reste, il y a des initiatives comme Terawatt, et globalement, on voit que c'est aussi, au-delà de nos débats franco-français et du développement des filières en France, des possibilités de développement pour les groupes, les entreprises de taille intermédiaire, les PME à l'étranger. Et nous avons des succès. Le président de la République, tout le monde l'a vu dans le grand public, a visité une centrale solaire au Chili. Elle est chilienne, elle est aussi française. Et c'est un des nombreux pays où nous avons des succès. Et je crois que là aussi, il y a du travail que l'on fait les uns et les autres dans les filières, en particulier sur l'accompagnement des entreprises à l'export. Certaines grosses n'ont pas besoin d'être accompagnées, s'accompagnent seules, mais elles doivent aussi tirer l'ensemble du secteur. Et donc, c'est aussi un axe de travail pour les mois à venir et j'imagine pour les années à venir, même si vous en saurez sûrement bien plus en fin d'après-midi. Je voudrais conclure en vous souhaitant une bonne journée et puis de bons travaux aujourd'hui et puis dans les mois à venir, ensemble et dans le futur. Merci.